Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Les clubs de football bruxellois vont-ils à nouveau passer à côté du titre de champion de Belgique? À 90 minutes de la fin du championnat, c'est le club de Bruges qui est en ballottage très favorable, même si mathématiquement, tout est encore possible. Alors terminer deuxième ou troisième du championnat, est-ce un échec pour nos clubs? Doit-on parler d'une saison à moitié ratée ou à moitié réussie? Qu'est-ce qui a manqué au Sporting et à l'Union pour conquérir le titre? Et puis quelle leçon tirée aussi de la déception du RWDM qui va redescendre en division inférieure? On fait donc ce soir le bilan de la saison de football. Voilà, et nous accueillons deux experts du foot ce soir. Guillaume Ratz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venu dans cette émission. Vous êtes journaliste sportif pour le groupe Rossel. On peut donc notamment lire vos articles dans Le Soir et dans La Capitale. Et André Ngangue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien joueur du RWDM et vous êtes désormais consultant sportif. On peut notamment vous entendre dans le Club du Dimanche, le dimanche sur BX1 avec Jamal Fadil. Merci à tous les deux d'être présents. La fin du championnat, c'est pour dimanche. On a encore un match à vivre, deux clubs bruxellois dans les trois premiers, un autre qui va redescendre. On parlera du RWDM tout à l'heure, mais est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé en début de saison? C'est mieux que prévu, moins bien que prévu, Guillaume Ratz? C'est mieux que prévu. Pour les deux clubs bruxellois, enfin pour l'Union et pour Anderlecht, vu ce qui s'était passé pour Anderlecht la saison dernière avec une 11e place et pas de play-off, je pense qu'ils auraient signé des deux mains pour se dire on finit sur le podium et on sera européen la saison prochaine. Et l'Union, il y a eu un gros mercato, donc il y avait beaucoup de questions aussi de savoir est-ce qu'ils allaient à nouveau réussir à changer d'équipe et avoir les mêmes résultats. Et au final, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc la bouteille est plutôt à moitié pleine pour vous. André Ngangue, est-ce qu'elle est aussi à moitié pleine pour vous ou elle est quand même plutôt à moitié vide? Elle est à moitié pleine. Je veux dire, Molenbeek, je suis un peu déçu. Évidemment, j'aurais espéré que le club puisse rester parmi l'élite. Par contre, pour moi, Anderlecht, c'est une équipe qui sait comment gagner un titre. Oui, il y a des petits problèmes en interne, des problèmes de gestion, des transferts. Mais malgré ça, ça reste une équipe qui sait gagner. Et le système et le modèle économique que l'Union a mis en place, pour moi, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs. Mais maintenant, il faut savoir comment gagner. Et ça, c'est la difficulté. Bon, ils sont stabiles depuis 3 ans, donc c'est déjà pas mal. Donc moi, je trouve que je suis quand même satisfait, mais j'ai quand même peut-être un pincement au cœur pour le Molenbeek qui descend. Un petit cœur qui saigne pour votre ancienne équipe. Oui, effectivement. On va y revenir tout à l'heure. On va quand même rentrer un petit peu dans le détail sur ce qui s'est passé le week-end dernier dans ces Champions Playoffs notamment, parce que c'est sans doute là que le titre s'est joué, ou peut-être là que le titre s'est joué. On va écouter le courroux des supporters anderlechtois après cette défaite face au club de Bruges ce week-end. Ce sont des propos recueillis par Jim Moskowitz. Monsieur, c'est une honte. C'est une honte, c'est une honte. C'est amer, hein. Mais après, en regardant le match, on mérite pas mieux, franchement. Tu veux voir mon cœur brisé? Brisé? Tu veux quoi comme explication? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Zéro, c'est zéro. Ben, je pense qu'en fait, il n'y a rien à expliquer. C'est juste un match en jeu comme ça, chez toi à la maison. Tu peux pas jouer de la sorte. Tu peux pas, c'est pas possible devant tes supporters. Est-ce que c'est la pression? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si c'est la pression ou c'est le flow. Ça n'allait pas vite. Pendant certains moments, ça n'allait vraiment pas vite. Je pense pas que c'est fini. Après, dans la dernière journée, il y a beaucoup qui va jouer, mais je pense qu'il faudrait un miracle. Hein. Alors, il faudrait un miracle. André Ngangue, vous comprenez le désarroi des supporters. Et encore là, ils sont soft, ils s'expriment gentiment. Je trouve que, je dirais que c'est un peu exagéré. Lorsqu'on voit la saison d'Anderlecht l'année passée, donc comme on disait en début d'émission, ils étaient 11e. Et là, maintenant, Anderlecht joue quand même le titre. Anderlecht a battu l'Union aussi dans un des derbies, après 8 matchs sans victoire. Je trouve que c'est quand même plus qu'honorable. Ils sont en train de se reconstruire, donc c'est pas mal. Après, on fait face à la Force de Bruges, qui, dans ses playoffs, est invaincue. Je le rappelle quand même, c'est 9 matchs, c'est 2 matchs nuls et 7 victoires. Et ils joueront probablement le match du titre à la maison, dans un derby assez chaud. Et l'Union, qui est la surprise bruxelloise et la surprise du championnat. Mais ça, c'est quand même le match qu'il ne fallait pas perdre pour Anderlecht. S'il l'avait gagné, c'était quasiment fait. Je suis d'accord, mais je pense que Bremer a ramené une petite stabilité à Anderlecht. Peut-être pas assez pour gagner comme Anderlecht le faisait avant, parce que des matchs comme ça, je pense qu'Anderlecht les aurait gagnés il y a 4-5 ans. Mais aujourd'hui, ils sont un peu dans le dur, mais ils sont quand même deuxièmes. Je prends l'exemple de leurs voisins, le Standard, pas les voisins, mais les concurrents directs, le Standard.
Voilà. Donc c'est dire que Anderlecht est quand même sur la bonne pente. Ouais, il y a eu beaucoup d'analyses dans la presse, Guillaume Ratz, qui pointaient la responsabilité de Brian Riemer avec des analyses très dures et puis d'autres journalistes qui nuançaient un petit peu. Il a une responsabilité, le coach d'Anderlecht, il a fait un mauvais coaching lors de ce dernier match? Il a forcément une responsabilité, les joueurs en ont une aussi, les dirigeants, tout le monde est un peu responsable. C'est vrai que ce match contre Bruges, on n'a pas compris tous ses choix. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On se souvient du match aller à Bruges où il s'était passé de Ritz. On n'avait pas trop compris. Ici, il a mis Verskaren, il a mis Amouzou. Alors, il a des circonstances atténuantes parce qu'il y avait quand même quelques joueurs d'expérience et de calibre. Vertonghen, Hazard, Delaney qui n'étaient pas là. Mais oui, forcément, c'est un des responsables de cette défaite-là. Et voilà, il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir chez les supporters anderlechtois, vu que ça pouvait être un match du titre. Donc voilà, je peux aussi comprendre qu'ils étaient très déçus dimanche soir. Ouais, globalement, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit André Ngang, ça reste malgré tout une bonne saison pour Anderlecht et pour le coach? Je crois qu'une fois que les supporters que la pression va un peu retomber, que les matchs seront finis, la saison seront finie, qu'ils vont repenser à la saison d'Anderlecht, je crois qu'ils seront satisfaits parce que vraiment le club vient de loin, de très loin même par rapport à la saison dernière. Donc voilà, je crois qu'ils seront satisfaits, mais là il y avait des espoirs, il y avait des chances et on va jeter un petit coup d'œil au classement quand même pour que tout le monde ait les chiffres et les écarts bien en tête. On a donc 49 points pour le FC Bruges, 46 pour l'Union, 46 pour Anderlecht. Donc ça, a priori, le titre se joue entre ces trois-là. Un petit mot d'explication, si y a égalité, si tout le monde est à 49, par exemple, le week-end prochain, c'est l'Union qui l'emporte, c'est la règle de l'arrondi. Hein, exact. Donc c'est le fait qu'on ait divisé les points par deux. La règle de l'arrondi et le fait que l'Union aura fini aussi premier de la phase classique. Ouais. Donc c'est encore mathématiquement possible. Est-ce que vous y croyez ou pas? Un bouleversement? Ou est-ce que le club de Bruges est aujourd'hui le grand favori? Bruges a été effectivement le grand favori parce qu'ils sont dans une dynamique folle avec 23 sur 27 en 9 journées et parce que voilà, ils sont en tête, il n'y a plus qu'à finir le travail. Maintenant, il faut, pour avoir un peu d'espoir côté bruxellois, il faut se souvenir de l'année dernière, d'un match à 3 qui a basculé à la dernière seconde et qui a offert le titre à l'Antwerp. Donc tout est possible, mais moi, je suis trop rationnel pour penser que Bruges ne sera pas champion. Est-ce que vous êtes un peu plus irrationnel, André Ngang? Est-ce que vous croyez encore au scénario fou de la dernière journée de l'an dernier où ça a changé 3 fois dans la soirée? Oui, bien sûr. Avant tout, moi, je voudrais d'abord dire que les playoffs 1, c'est quand même une bonne idée, puisque l'air de rien, ça nous donne du suspense. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier que Genk et le Cercle de Bruges peuvent encore se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc, c'est un match à enjeu. La seule équipe qui a un match un peu avec moins d'enjeux, c'est Anderlecht contre l'Antwerp, qui est carrément mort. Donc Anderlecht doit gagner, ça c'est sûr. Ouais. Après, c'est Anderlecht de compter sur un faux pas du club et un faux pas de l'Union, ce qui est possible, vu que les deux équipes en face veulent se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ouais, et puis l'Union a peut-être aussi envie d'être champion. Qu'est-ce qui va se passer au Sporting l'an prochain? On garde Brian Riemer, on doit renforcer quel secteur de jeu? Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous seriez à la place des dirigeants du club, à la place de Mark Cook, vous feriez quoi? À mon avis, je pense que pour Brian Riemer, ce sera terminé. Je pense qu'ils vont aller chercher un coach avec peut-être plus l'ADN d'Anderlecht. Ils vont se renforcer dans chaque secteur. Et probablement aussi, il ne faut pas oublier qu'Anderlecht, cette année, et les 3 dernières années qui viennent de passer, ont souvent utilisé beaucoup de jeunes, donc peut-être encore mettre des jeunes en avant. Mais ils vont aller chercher un peu plus d'expérience pour essayer de gagner le titre l'année prochaine. Ouais, même question, Guillaume Ratz. Bon, Vincent Kompany, a priori, il n'a pas envie de revenir, il est sur le point de signer ailleurs. Brian Riemer, c'est fini pour lui? Non, je ne suis pas sûr. C'est un vrai binôme avec Jesper Fredberg, bon, avec les avantages et les inconvénients que l'on connaît. Mais non, je ne suis pas sûr que son sort soit scellé. Je crois que je vous dis, la pression va un peu redescendre et on va se dire, ouais, 3e, c'est quand même pas si mal. Il y a peut-être l'Europa League. Et après, voilà, oui, il faudra faire quelques retouches sur le noyau, notamment parce qu'il y aura la Coupe d'Europe, ce qui va augmenter le nombre de matchs. Et donc, il va falloir gonfler un peu ce noyau. Il va falloir donc renforcer un petit peu les effectifs. Alors, on a parlé du Sporting, on va parler de l'Union maintenant, si vous voulez bien, avec quand même un match réussi ce week-end au Cercle de Bruges, victoire 1-2. Résumé de la rencontre dans notre émission de sport de ce lundi. Ce sont des images de nos confrères d'Eleven DAZN. En s'imposant ce dimanche, l'Union peut encore croire au titre. En attendant le Anderlecht Bruges un peu plus tard dans l'après-midi, les Saint-Gillois assurent l'essentiel sur la pelouse du Cercle.
Ce n'était certainement pas le plus beau match de la saison, mais nous sommes contents d'avoir pu ramener les 3 points. Je ne suis pas content. Quand on discute toute la semaine des situations de match qu'on a déjà connues ici, notamment lors de la dernière rencontre, la manière dont on a joué sur les premières minutes, je ne suis pas satisfait. Comme le rappelle très bien Alexander Blessing, le cercle met la pression dès le début de rencontre. Ce sont même les Brugeois qui se procurent la première possibilité après à peine 2 minutes de jeu. Dalland récidive quelques instants plus tard, Maurice est attentif. Une fois l'orage passé, c'est Amoura qui se procure la première occasion bruxelloise. Ça passe de peu à côté. Ce même Amoura va se montrer décisif avant la demi-heure de jeu, et qui d'autre que Nilsson pour mettre en avant ses qualités de buteur. La réaction brugeoise ne se fait pas attendre. À peine 5 minutes plus tard, Augusto égalise. Je pense que nous n'avons pas bien commencé la rencontre. C'est quelque chose sur lequel on doit s'améliorer. Quand on est rentré au vestiaire, le coach nous a donné beaucoup de consignes. On a su montrer nos qualités en seconde mi-temps. Le cercle est une bonne équipe. Nous n'étions pas rentrés dans le match et le cercle en a profité pour dominer. L'Union revient des vestiaires avec d'autres intentions. Amoura au centre, Puertas à la déviation et Castromontes n'a plus qu'à conclure. Le voilà le but, il fallait le dire vite. 22e assist pour Puertas cette saison. Le meilleur passeur d'Europe a encore frappé. Intenable, Amoura s'offre même l'occasion du break, mais sa frappe est trop enlevée, elle flirte avec la transversale de Warleson. Enfin, Puertas trouve aussi le montant en toute fin de rencontre. Il n'en faudra pas plus pour l'Union, le score en reste ainsi. Finalement, on a joué une très belle deuxième mi-temps. Je suis quand même heureux de cette victoire. On met la pression sur nos deux concurrents. Une belle semaine s'annonce. Nous sommes impatients de jouer ce dernier match face à Genk devant nos fans. Un succès qui permet de mettre la pression sur Bruges et Anderlecht, même si pour l'heure, l'Union n'a plus son destin entre ses mains. Alors Guillaume Ratz, quand on voit la deuxième mi-temps notamment de ce match, on se dit que le passage à vide de l'Union au début de la phase des Champions de Playoff, ça c'est vraiment dommage. Un 0 sur 12 pour les 4 premières journées, même s'ils avaient un petit peu d'avance sur la concurrence, évidemment c'est ça qui risque quand même de leur coûter le titre. Voilà. Il y a presque un match de trop pour Anderlecht et un match de moins, de pas assez pour l'Union pour pouvoir mieux finir. Ouais, c'est un peu ça, mais voilà, ce trou d'air, voilà, c'est pas possible. Ça fait quand même 3 saisons que l'Union passe juste à côté du titre. André Ngang, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs? Il y a une sorte d'effet Poulidor, on a la peur de gagner, c'est ça qui se passe ou c'est autre chose? Non, ils ont joué 3 fois la tête avec 3 entraîneurs différents, il ne faut pas l'oublier. C'est chaque fois aussi une pression qu'on met sur l'entraîneur. Je pense que gagner, ça s'apprend. Ils gagnent des matchs, mais gagner un titre, ça s'apprend. Et Anderlecht et Bruges ont l'habitude de faire ça. C'est la gestion de l'effort sur la durée qui est plus compliquée. Je pense aussi, parce qu'ils sont très motivés, ils font chaque fois une saison régulière magnifique, ils sont toujours top 2, premier ou deuxième. Et puis au play-off, c'est l'expérience qui marque. Parce que Bruges, allez, si on fait les points sur la saison régulière, Bruges est à 10 ou 15 points de l'Union, mais en coupant les points en deux, Bruges a fait parler l'expérience en jouant la Coupe d'Europe, en allant en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc, c'est pas rien. Donc, je pense qu'il manque quelque chose à l'Union pour passer ce gap et devenir une équipe qui gagne des titres. Heureusement qu'il y a la Coupe, ça sauve la saison. En tout cas, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est plus que sauver la saison. On va dire, c'est déjà, il y a 2 trophées en Belgique, l'Union en a pris un, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est déjà une belle récompense. Mais c'est sûr qu'avec les circonstances, la phase classique, le fait d'être premier au début des playoffs, il y avait moyen d'aller chercher un doublé pour l'Union. Et ils sont un peu tirés des balles dans le pied. Ouais. Les Coupes d'Europe, on peut rêver d'un beau parcours. Allez, imaginons que ce sont soit l'Union, soit le Sporting qui prennent la 2e place pour l'Europe et que Bruges prenne la première. On peut rêver d'un beau parcours en Ligue des Champions, en Europa League pour le club bruxellois ou pas? Oui. L'Union l'a déjà montré qu'il était capable de briller aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. Ouais, là, c'était en Conference League la dernière fois. Oui, mais même en Europa League, ils n'ont jamais été ridicules. Donc
Ils sont totalement capables. Évidemment, il y aura de nouveau un vrai turnover dans le noyau de l'Union, comme à chaque fois. Il faudra voir comment ils... Un bon parcours d'un club belge en Coupe d'Europe, on peut y rêver. Et le mercato, ça va être aussi un enjeu pour les Bruxellois. Le mercato va être un enjeu. Ils vont certainement vendre pour faire encore des plus-values et ramener encore 2 ou 3 nouveaux joueurs. Mais il faut se dire qu'hier, il y avait la finale de l'Europa League. C'était Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, contre Atalanta, 5e en Serie A. Je pense que le championnat belge n'est pas encore, ou n'est pour l'instant pas à ce niveau pour pouvoir être en finale d'Europa League. Mais Conference League, c'est déjà pas mal. Donc ce serait déjà bien. Alors, on va parler du négatif maintenant, avec la grande désillusion du RWDM, qui va donc quitter la division 1A. Et des supporters qui étaient un peu comme André, qui avaient le cœur qui saignait, mais qui l'ont exprimé de manière un petit peu plus violente. Reportage de Mariam Léa d'ici. Des grillages complètement disloqués à l'entrée du stade. Ce matin, Yann constate les dégâts. Ils ont secoué jusqu'à ça pète. Et par ici, ils sont rentrés. De l'autre côté, ils ont fait la même chose. Ils sont rentrés de la même façon. Samedi soir, un groupe d'une vingtaine de supporters cagoulés tente de s'introduire dans le stade. Leur objectif, attendre le bus des joueurs, mais surtout confronter la direction à la relégation du club en D2. Ils étaient plus ou moins au courant quand le bus allait arriver. Heureusement que nous, on a entendu des choses. La police était prévenue, ils ont mis des plantons en place. Et quand les joueurs sont arrivés, il y a pendant une demi-heure, 1 heure, le jeu de chat-souris entre le supporter qui voulait introduire et la police qui voulait pas qu'il rentre. De violents affrontements qui ont laissé des traces. Plusieurs portails ont été forcés. Au bord du stade, ce sont les bannières de l'entreprise du propriétaire du club, John Textor, qui ont été ciblées. Ce lundi, le stade est exceptionnellement vide. Par mesure de sécurité, tout le staff du RWDM a reçu l'ordre de rester en télétravail. Peut-être ils veulent se rassembler de nouveau pour de nouveau venir manifester, exprimer ce qu'ils sentent, tout ça vers la direction. Parce que je pense que la direction peut être plus ciblée que le joueur. Et pour éviter tous les contacts, ce qui peut suivre de ça, ils ont décidé de faire du télétravail. Les dégâts se chiffrent à plusieurs milliers d'euros. Pour l'instant, aucune date précise n'est fixée concernant un retour du staff au sein du stade. Alors Guillaume Rath, est-ce que John Textor a confirmé son statut d'homme le plus haï de Molenbeek ? Ouais, je crois. Bon, je pense qu'il était déjà bien lancé dès le début de la saison. C'était un peu chronique d'une descente annoncée. Le RWDM, moi j'ai vraiment été surpris qu'ils prennent tant de points dans la première partie de saison. Malgré tous les problèmes en interne, le départ de Thierry Dailly, c'était presque miracle. Et finalement, en deuxième partie de saison, la catastrophe est arrivée. Donc, ouais, on a cru à un moment quand même, Ryan au début des down playoffs, qu'ils allaient peut-être pouvoir s'en sortir. Finalement, le miracle n'a pas eu lieu. C'est la valse des entraîneurs qui a été la cause de la démobilisation des joueurs. C'est un manque de motivation de l'ensemble des joueurs. C'est quoi le problème ? C'est pas forcément que les joueurs. D'abord, c'est un président qui était inconscient ou peut-être qui n'était pas focalisé sur l'objectif du club et sur l'importance que Molenbeek peut avoir pour la commune de Molenbeek et pour les supporters. Après, c'est vrai que les transferts n'ont pas été non plus des transferts très efficaces. Yannick Ferrara est arrivé comme 4e entraîneur. 4 entraîneurs en une saison, c'est beaucoup. Mais Yannick Ferrara est arrivé un peu avec l'ADN de Bruxelles, donc ça a donné un petit engouement. Il y a une petite étincelle à un moment, mais c'est retombé après. Hein. Le mal était déjà fait, la blessure était trop profonde. Et ce qui a encore plus accentué la colère des supporters, je pense, c'est le fait que Lyon, qui est aussi une autre propriété de Textor, s'est qualifié pour une Coupe d'Europe. Et donc, on voit Textor qui embrasse M. Sage, qui est l'entraîneur de Lyon, pendant une interview. Et donc là, ça donne un signal en disant, moi, c'est Lyon qui est important, et Molenbeek, oui, c'est un club que j'ai, mais voilà quoi. Et donc ça, les supporters ne l'ont pas avalé. Et donc je pense que c'est une mort qui était chroniquée et qui était préméditée. Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine ? Est-ce qu'on peut imaginer remonter, faire un petit peu l'aller-retour, l'ascenseur, ou ça va être compliqué ? Moi, je fais des cours d'entraîneur, et donc j'ai l'occasion de scouter beaucoup de matchs. Et je suis entraîneur dans la région néerlandophone. Et je peux vous dire que les néerlandophones, au niveau du football, ils sont très bien organisés. En D1B,
Vous avez beaucoup d'équipes néerlandophones qui veulent remonter en D1A. Je crois que Patro Esden de Stijn Steenen a raté le coche. Il y a des équipes comme Lommel, donc Molenbeek redescendre en D1B pour remonter face à ces équipes-là qui sont très bien organisées, ça va être très très difficile. Et moi, la crainte que j'avais en voyant Charleroi jouer les playoffs d'On, c'était de se dire on risque peut-être plus d'avoir qu'une équipe francophone, limite comme l'Union et le Standard, en D1A. C'est ça le problème. Donc, le fait est que Molenbeek n'est pas assez armé pour pouvoir rivaliser en D1B avec ces équipes-là, même avec Textor. Ouais. C'est un gros travail de fond qu'il faut faire. Qu'est-ce qui va se passer dans le club? On a eu toute la saga du bras de fer Textor-Dailly. On va avoir de nouveaux rebondissements au niveau du management. On a bien compris que le RWDM, ce n'était pas la priorité de Textor. Oui, Gauthier Ganaï a déjà fait les frais. Déjà fait les frais de la descente. Je crois que ça discute avec Yannick Ferreira pour voir si lui reste ou non. Ce serait déjà un premier signe d'un tout petit peu de stabilité, de garder un coach qui en plus connaît la D1B, et il a même été champion avec Saint-Tron en D1B, ce sera toujours un plus. Là, il faudra voir, ce noyau-là, pour l'instant, il ne pourra pas remonter en D1A. Ouais. Donc il faudra réinvestir. Et on imagine que ça ne va pas être la première priorité du propriétaire. Non, c'est sûr. Il l'a montré à Lyon en janvier. Il a sorti le portefeuille pour amener des joueurs. Ils ne sont pas remontés avec le noyau qu'ils avaient en début de saison, Lyon. Donc voilà, mais le problème, c'est qu'à Molenbeek, c'est plutôt faire venir des joueurs du Brésil pour qu'ils s'acclimatent un peu à l'Europe. Et les résultats ne sont pas trop importants. Ouais, vous croyez à la ferveur des supporters du RWDM? Parce qu'il y a quand même un esprit autour de ce club, André Ngang. Oui, l'esprit va perdurer ou il est un petit peu écorné, abattu, ébréché par ce qui vient de se passer? Bien sûr, l'esprit va perdurer. On était en 4e division, on avait 8000 personnes au stade. J'y étais. En 3e division, on avait aussi 7-8000 personnes. Donc les supporters des 4 lettres magiques, ils sont là. Le problème, c'est que les dirigeants doivent tenir compte de ça. Ils doivent tenir compte du fait que les supporters sont importants et qu'il faut peut-être aussi les écouter, comme à Anderlecht. Quand Anderlecht, ça ne va pas, les supporters, ils cassent. Ils sont là. Donc les dirigeants sont conscients. Mais voilà, je pense que Textor doit prendre une bonne décision. C'est où il laisse le club et alors il y a un repreneur, ou alors il met vraiment une politique sportive en place, en passant aussi par l'école des jeunes, parce que l'école des jeunes de Molenbeek, je pense que mon compatriote pourra le dire, c'était l'une des meilleures en Belgique, avec Anderlecht. Et aujourd'hui, force est de constater qu'elle est aux abois. Voilà, on n'est pas sûr que John Textor vous écoutera, mais on a entendu les conseils. Je peux le dire en anglais. André Ngang, qu'on retrouvera le dimanche, dans le club du dimanche, avec Jamal Fadil sur l'antenne radio de BX1. La dernière heure est aussi en télé. Et Guillaume Ratz, qu'on pourra lire dans Le Soir ou le journal La Capitale. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Demain, c'est Frédéric Van Leu qui sera l'invité de Plus d'Actu, ancien procureur fédéral et futur procureur général de l'arrondissement de Bruxelles. Il répondra à Michel Gaillard et surtout aux questions que vous nous enverrez à plusdactu@bx1.be par mail ou sur les réseaux sociaux de BX1. Demain matin, dans la matinale, je recevrai Yvan Verhoestrat et Mathieu Michel. Et puis notez qu'il n'y aura pas de Plus d'Actu dans les 2 prochaines semaines à venir, puisqu'à partir de lundi, la rédaction de BX1 vous propose chaque soir des débats électoraux. Continuez à bien vous informer sur BX1 et à demain.